Salut les crinqués! Dans le podcast, on parle souvent de super-héros, de super-vilains. On a déjà parlé de cow-boys et d'indiens. Aujourd'hui, le gendarme et le voleur. Podcast 41, la police. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les crinqués. C'est le podcast numéro 41. Je m'appelle Sylvain the Animator Bureau. Marc de Paperman Gagnon est là. Salut. Salut. Le visionneur Martin Boisvert est là. Hello. Salut the Animator, ça va bien? Oui, ben oui. Red the Gamer, pas là aujourd'hui, mais on a des vies pareilles. Oui. Donc, il sera là sûrement au prochain podcast. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler du volet policier de la culture populaire. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est une tendance que j'ai pris pour 2018, là, mais j'ai l'impression que je me suis embarqué dans une affaire que je pensais beaucoup plus facile. Un peu comme la magie il n'y a pas si longtemps. Meilleur exemple. Les policiers, c'est un monde très vaste dans la culture populaire. Parce que moi, au départ, là, puis j'en parlerai dans ma section de petit écran, là, pour moi, les polices, c'est les cerises, les lumières rouges et bleues. C'est ceux qu'on appelle quand il y a un accident, quand il y a un vol, c'est les premiers répondants. C'est l'uniforme. C'est ça. C'est ceux qui te donnent un ticket. Mais en fait, ce sont des patrouilleurs. Oui. Mais le monde policier, c'est beaucoup les investigateurs aussi. Et là, on embarque dans quelque chose de gros. Oui. Et en plus, il y a des polices depuis combien de temps? Non, ça doit être... Des agents de la paix, des agents de la loi. Bon, on a eu un podcast sur le cowboy, les westerns. Il y en avait. On n'appelait pas ça des polices. Des shérifs, des marshals, il y avait les agents de sécurité, le Pickington, pour s'occuper des diligences. Il y en a eu, même dans l'époque des Romains, il y en avait. C'est ça. Les Romains, c'était considéré comme les policiers. Il y avait des gardes prétoriens à l'intérieur de ça qui s'occupaient de faire la loi pas au niveau de l'empereur. Des gladiateurs. Il y en a toujours eu des gens qui s'occupaient de la loi et l'ordre. C'est ça, exactement. Pas toujours dans le même style, là, mais... Non. Mais des fois corrompus. Il y a eu des façons plus radicales que d'autres. Effectivement. Il n'y a pas toujours eu le procès en cours. Non, la présomption d'innocence. Là, non, n'a pas toujours existé non plus. Puis à notre époque aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Où tu regardes souvent Viking, il n'y a pas beaucoup de présomption d'innocence là-dedans. Non. Puis... Non, la justice n'existait pas à cette époque-là. Elle existait, on se faisait justice nous-mêmes. Exactement. Dans le Far West aussi, non? Oui. On se faisait souvent justice par nous-mêmes. Donc aujourd'hui, ça pourrait être policier niveau 1. Oui, effectivement. Parce qu'on pourrait facilement refaire un autre podcast sur le monde policier. Donc, commençons par la base. Le monde policier dans le monde littéraire. Ça existe-tu, ça, des romans policiers? Écoute, je te dirais que, premièrement, c'est un style littéraire qui est propre à lui, le roman policier, ce qu'on peut appeler également le thriller policier. Il y a beaucoup de sous-catégories dans le roman policier. Il y a le roman noir, il y a le roman de suspense, le roman d'espionnage, il y a le roman de détective. En fait, c'est probablement un des styles littéraires qui se vend le plus, si c'est pas lui qui se vend le plus dans le monde. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi le polar? Oui, le polar. Le fameux polar, c'est ça. En fait, pour avoir un roman policier, il faut avoir, bien entendu, habituellement un crime. Idéalement mystérieux, qui va amener un représentant de la loi, soit un policier, un détective ou bien un enquêteur ou n'importe qui, à faire des découvertes
qui va avoir au fil du temps, il va vraiment avoir une investigation qui va se faire. Puis c'est par méthode que le fameux représentant de la loi va dénouer l'événement ou le crime mystérieux. OK, alors, parce qu'il peut y avoir des fausses pistes. Il peut y avoir des fausses pistes. Habituellement, c'est la façon de faire des auteurs, c'est d'amener le lecteur sur des fausses pistes pour le poigner d'un coin puis il met le surprendre. Là. Fait que ça, c'est la façon de faire habituelle des auteurs, des grands auteurs de romans policiers. Et là, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin. Ben oui. Parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y a beaucoup de gens qui ont excellé dans le policier, tant dans les années 1800 que dans les années 2000. Donc, j'ai dû faire encore une fois il faut faire des choix hein? qui fera peut-être pas l'unanimité, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais bon, bref. J'ai divisé ça en deux, en roman et BD, parce que j'ai toujours deux volets à mon petit segment. C'est pas le premier roman policier. Il y en a eu avant, mais je pense qu'un des plus importants, Edgar Allan Poe, je l'ai dit, j'en ai parlé, c'est un qui est considéré comme un maître de l'horreur, mais c'est également quelqu'un qui a fait du policier. Okay. Et son roman qui est Double assassinat dans la rue Morgue, où ce qui nous a amené son personnage d'Auguste Dupin. Oui, c'est quand même. Il y a une tonne d'Iron Maiden là-dessus. Exactement. Alors, en 1841, là, c'est pas tout récent, là, c'est quand même assez vieux, mais c'est vraiment considéré comme un des tout premiers romans policiers à succès, où ce qu'on a vraiment un détective qui va partir pour essayer d'enquêter sur un meurtre. Okay. En fait, c'est un double meurtre. Alors là, on a vraiment la base du roman policier qui était là, qui a été construit par Edgar Allan Poe. Puis Edgar Allan Poe, il y avait cette grande capacité-là de jouer avec le mystérieux. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec ça, ça paraît également dans tout son côté horreur. Alors, ça a été vraiment pour l'époque, en 1841, là, un roman qui a comme marqué son époque, puis on en parle encore aujourd'hui. Alors, je pense que ça, c'est comme un peu la base des romans policiers. Voilà, je vais faire vieux aujourd'hui. Ben, on part de la base. Je vais faire mon petit vieux, là, mais j'ai des gens plus récents. Quand on parle de romans policiers, on peut pas passer à côté du plus grand détective de l'histoire de la littérature qui est Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, quand il a créé Sherlock Holmes, il a mis les bases vraiment dans un nouveau style littéraire qui était le détective conseil. Alors on avait vraiment le détective infaillible qui partait dans la rue, cherchait vraiment tous les petits détails, tous les indices, sans avoir le côté un peu plus spectaculaire d'une enquête policière. Là, je veux dire, c'était rare que Sherlock Holmes se battait avec des bandits ou qui couraient dans les rues. Ça arrivait, là, mais c'était pas à tous les pages. Là. Il n'y avait pas d'armes non plus, hein, aussi à ma connaissance. Il y avait sa canne, puis il y avait ses mains, mais la plus grande arme de Sherlock Holmes, ça a toujours été son cerveau. Là. C'est ça. On pouvait faire des déductions avec deux petits morceaux de rien. Là. Exact. En fait, la méthode de Sherlock Holmes, c'est ce qu'on appelle la méthode visuelle. Okay. Je veux dire, lui, il va regarder quelqu'un, il va vraiment analyser tous les petits détails, puis à partir de là, il va déduire. Et le fameux palais mental là, qu'on a vu dans la série plus récente, là, avec Benedict Cumberbatch, Cumberbatch. Alors ça, c'était vraiment comme une façon de se remémorer tous ses capacités, tous ces détails qu'il y avait à l'intérieur de son cerveau. Alors, il y a vraiment comme un palais où ce qui classait ces choses à l'intérieur de ça. Mais c'était quelqu'un qui était très affable. Hein. C'était pas un héros, Sherlock Holmes en tant que tel. C'était quelqu'un qui était drogué, premièrement, très, très antipathique, très antisocial, avait des connaissances très limitées sur certaines choses. Exemple, il savait pas que la Terre était ronde, il s'en foutait et il voulait rien savoir de ça parce qu'il disait toujours, toutes ces connaissances-là ne me sont pas nécessaires à mon travail. Okay. Alors, toutes les connaissances qu'il avait, c'était des connaissances qui lui permettaient de faire avancer son travail, mais toutes les autres, l'astronomie, tout ça, c'était pas important pour lui. Okay. Il s'en foutait carrément, mais il pouvait par contre te dire quelle terre il y avait dans chaque partie, chaque recoin de l'onde, rien qu'en goûtant ou en ascendant. Okay. Parce que ça lui permettait de retrouver des indices. Donc, c'était vraiment quelqu'un vraiment d'atypique pour l'époque,
qui a été c'est le plus grand détective de la littérature. On se le cachera pas. Un autre dans le style policier, Arsène Lupin. Oui. Arsène Lupin, c'est un cambrioleur gentleman qui vole pour redonner aux pauvres, mais on a tout le côté police à l'intérieur de ça. Mais là, on a vraiment on change de côté, là. On a la vision pas du méchant, là, parce qu'Arsène Lupin n'était pas vraiment méchant, mais on a la vision du cambrioleur. On a vraiment cette vision-là qui est différente. Il était du côté sombre de la force. Il était du côté sombre de la force, mais sans être un dark, comme on pourrait dire. Et ça, c'est de Maurice Leblanc, qui est quand même un grand classique de la littérature policière. Je veux dire, c'est comme la base. Georges Siméon avec le commissaire Maigret. Oui. Je veux dire, ça, on retombe encore une fois dans le typique policier qui va mener des enquêtes, qui va vraiment pousser. C'est probablement Georges Siméon qui l'a amené le plus au niveau grand public, le roman policier. C'était le premier vraiment à faire des histoires un peu plus simples, un peu plus accessibles, pour que monsieur et madame tout le monde puissent vraiment s'embarquer, parce que Conan Doyle avec Sherlock Holmes, c'est pas toujours évident à lire. Je veux dire, ça se passe à Londres, c'est très précis. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps un gros travail de lecture à faire. Je dis pas que Siméon c'était facile à lire, là, mais c'était plus accessible. Donc c'est pour ça qu'il a fait la popularité de Georges Siméon. On l'a senti à partir de là. Puis je terminerai cette petite partie roman classique vieux, où je fais mon âge, avec La Reine du crime, qui est la dame. Je te voyais venir. Qui est la dame la plus lue en Angleterre après William Shakespeare, qui est une qui a vendu le plus de romans, qui est le plus traduit dans le monde, qui est Agatha Christie. Ben oui. Alors, qui ne connaît pas Hercule Poirot, qui ne connaît pas Miss Marple? Je veux dire, elle a vraiment mis la base de la littérature policière comme on la connaît aujourd'hui. Le crime, l'enquête, on a vraiment tout le concept. Un policier qui est complètement... qui ressemble beaucoup à Sherlock Holmes, hein? Dans sa façon de faire. C'est quelqu'un aussi qui est très observateur. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui va réussir vraiment à déduire aussi. Alors, on voit qu'il y a eu des influences, mais c'était des courtes histoires, des histoires qui étaient faciles, des histoires où on avait un jeu de piste, et souvent, elle nous amenait sur une autre piste, vraiment pour nous faire penser que c'était elle qui l'avait tué, mais en fin de compte, c'était un autre. C'était la reine pour faire ça. C'est vrai. C'était la plus grande, selon moi, écrivaine de littérature policière. Agatha Christie, on doit lui donner ça. Et puis, c'était une femme. Oui, si on avait une femme aussi, quand tu parlais de Miss Marple. Miss Marple, alors c'était pas non plus évident à cette époque-là pour une femme d'écrire et d'avoir un succès comme elle l'a eu. Alors ça a été également quelqu'un qui a une précurseuse au niveau de la condition féminine. Je veux dire, bravo à Agatha Christie qui c'est pas n'importe quoi, là, la plus lue, là, elle est plus lue que Tolkien en Angleterre. Là. Genre même à l'école, c'était souvent nos lectures. Oui, à l'école. On faisait du français, puis c'était Agatha Christie, puis il fallait résumer. C'est ça, c'était une lecture imposée. Oui. Dans ses plus connus, bien entendu, il y a le Crime de l'Orient Express qu'on a vu, Les 10 petits nègres qu'on a vu, là, qui veulent changer le titre, d'ailleurs, en Europe. Là. Je sais qu'en anglais, c'est pas Ten Little Niggers. Non, mais ça a été traduit comme ça. Maintenant, à un moment donné, il faut aussi en revenir là, de la rectitude politique. Là. Ça, c'est des vieux. Hein? Là, les gens qui vont m'écouter vont dire, mais mon Dieu, il est donc bien plate. Il y a des vieilles affaires poches. C'est épouvantable, oui, mais c'est quand même ça la base. C'est ça, mais tant qu'à parler des romans policiers, les classiques. C'est ça, avant de passer à la BD, on peut quand même mentionner qu'on est situé non loin de la capitale du polar, qui est Saint-Pacôme. C'est vrai. Dans l'est du Québec, parce que ceux qui nous écoutent de loin, là, on est à Rivière-du-Loup. Saint-Pacôme a son festival du roman policier. Depuis plusieurs années, où ils vont vraiment sélectionner les 5 meilleurs romans policiers de l'année. Et puis, on va remettre ce prix-là. Alors, et puis, habituellement, c'est des très bons romans. C'est ça, donc... Patrick Sénégal l'a gagné, Hervé Gagnon l'a gagné. Alors, il y a vraiment des grands auteurs qui l'ont gagné. C'est ça. Tu sais, des grands auteurs québécois, mais c'est des grands auteurs tout court. Moi, je ne fais pas de différence entre un auteur québécois et un auteur européen. Quand quelqu'un écrit un roman qui est bon, il est bon partout.
selon moi. Dans les plus récents, là, moi, ce que je propose, là, des trucs un peu plus accessibles, peut-être un peu plus récents, il y a Glenn Cooper qui a fait une super belle série, sa série de Will Pepper avec le livre des morts, le livre des âmes et le livre, je me souviens pas du troisième, j'ai un blanc de mémoire. Will Pepper, c'est un sergent, un lieutenant détective, c'est quelqu'un qui est atypique, un grand garçon, assez charismatique, un peu tombeur de ses dames un peu. Il va être embarqué dans une aventure où il va y avoir des personnes qui vont mourir. On sait absolument pas pourquoi. Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. On va se rendre compte qu'il y a une partie fantastique à l'intérieur de ça. Glenn Cooper, c'est quelqu'un qui mélange un peu le style de Dan Brown, mais qui va le pousser un peu plus au niveau policier. Alors, il mélange tout ça et c'est super bien écrit, c'est très très bien fait. Moi, dans toutes mes lectures au niveau qui mélange le policier et le fantastique, là, c'est vraiment cette trilogie-là, la trilogie de Will Pepper, là, c'est vraiment une trilogie qui m'a vraiment très très marqué. C'est très très bon. Harlan Coben avec son fameux personnage de Myron Pollard qui est un personnage du FBI qui lui va enquêter sur des affaires. Des fois ça mélange un peu le côté sportif également à l'intérieur de ça, c'est super bien fait. Joe Nesbo qui est un auteur européen qui a fait récemment le Bonhomme de neige qui a été fait en film, qui est tout récent. Là. C'est quand même quelqu'un qui, ça fait pas très longtemps là, qui est là, écrit des très très bons polars, c'est très bien écrit. Il fait partie un peu là, de cette nouvelle vague là, d'auteurs européens, suédois, finlandais, là, toute en gang là avec Stieg Larsson, avec Camilla Ellenberg, des gens là, qui ressortent du lot un peu là. Je peux pas passer à côté de Maxime Chatham. Pourquoi? Parce que Maxime Chatham il a écrit la trilogie du mal. C'est vraiment un auteur français qui écrit énormément de romans policiers. C'est également quelqu'un qui est très proche du niveau jeu de rôle parce qu'il en fait beaucoup. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui a défendu ça. C'est un jeune auteur connu, énormément de succès, que j'adore. Je sais que notre ami Éric Bourgoin aussi l'aime beaucoup. Puis c'est très actuel ce qu'il fait. Alors, lui, il va encore une fois, il va mélanger un peu des fois le côté policier, le côté horreur à l'intérieur de ça. Il va y avoir des crimes très sordides et tout ça, mais c'est jamais trop poussé. Il y a certains auteurs, des fois, qui vont vraiment pousser ça loin, mais Maxime Chatham, il écrit très bien, très dosé dans son écriture. Je l'adore. Ça, c'est quand même des autres. J'en ai pas nommé d'autres. J'ai pas nommé James. J'ai pas nommé. Écoute, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin. Là. Mais moi, j'ai sélectionné ceux qui me plaisaient le plus, ceux que je trouvais qui étaient la base. Puis, je pense que dans tout là-dedans, Glenn Cooper, c'est vraiment un charmant type en plus, qui est très accessible. Si vous voulez lui parler sur Internet, il est toujours disponible, parle un français impeccable. Il écrit des très très belles choses. C'est vraiment, il n'y a pas la popularité de Dan Brown, c'est dans le même genre que Dan Brown, mais je trouve que c'est beaucoup plus intelligent au niveau de l'écriture de Dan Brown. C'est beaucoup moins cinématographique. Alors, je sais que sa trilogie Will Pepper était en train d'avoir des pourparlers pour être adapté au cinéma. Je ne sais pas où ce que c'est rendu, mais c'était en cinéma ou bien série. Mais ce genre de truc-là, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'années avant de se faire. Mais ça ferait une très très belle série. Will Pepper, honnêtement. Là. Alors, je tombe dans les BD, Black Sad, qui est selon moi la plus belle BD de détective de toute l'histoire du franco-belge. Canalaise et Guérido au dessin. J'en ai déjà parlé. Black Sad, tous les personnages sont repris, mais du côté des animaux. Alors, le personnage principal, c'est un chat, un détective, un chat, il est grand, il est fort, il est félin. Tous les personnages, c'est des animaux. Et on va vraiment suivre ses enquêtes. Encore là, c'est un personnage qui est atypique. C'est quelqu'un qui n'est pas, un héros. C'est quelqu'un qui est fortement porté sur la boisson, la cigarette, les femmes. C'est un détective. C'est vraiment très roman noir. Le polar noir qu'on appelle. Ça, c'est la définition parfaite. J'ai déjà dit que si j'avais 2 mots pour nommer Black Sad, c'était cigare et scotch. Parce que quand on lit du Black Sad, on a vraiment l'impression de regarder un vieux polar avec un scotch et un cigare. Là. Puis c'est cette ambiance-là. Ou les parodies de Daffy Duck. Là, exactement. Qui attend la prochaine enquête, puis la femme hante. Là. C'est sublime cette BD-là. Et le dessin est à couper le souffle.
il y a rarement eu une BD aussi bien dessinée que ça. C'est vraiment très très beau. Malheureusement, pour l'instant, c'est terminé, mais je sais qu'ils veulent peut-être en refaire d'autres. Okay. From Hells de Alan Moore. Au scénario, Alan Moore qui nous a Watchmen, Favor of Vendetta et ainsi de suite. Farewell, c'est une petite BD sur Jack l'Éventreur. C'est un peu comme... Oui, ben, ça a été adapté au cinéma. Alors, c'est vraiment comme un peu le testament de Jack l'Éventreur. C'est sûr que c'est du Alan Moore. Hein? Fait qu'Alan Moore, des fois, il pousse un peu trop. Mais c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui aime bouger. C'est quelqu'un qui aime briser les barrières. C'est quelqu'un qui aime surtout provoquer. Alors, il l'a fait dans tous les écrits qu'il a fait. Fait que From Hells fait pas de différence de ça, mais on retrouve vraiment à l'intérieur de ça Londres, toute l'ambiance, le gothique. Vraiment une très très belle BD, mais ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. On tombe vraiment dans une catégorie qui est moins grand public que mes 3 derniers. Après ça, je te donne la parole. Je terminerai avec ça parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Jérôme Bloch, je peux pas passer à côté de ça avec Babette. C'est de Dodier puis de Le Tendre au scénario. C'est un jeune détective, mais c'est un détective qui où ce que tout va tourner autour de lui. Ses enquêtes, ça va tourner autour de son village, de sa famille, de tous les personnages sont reliés. Il est pas très vieux. C'est un jeune détective. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. C'est vraiment quelqu'un qui est un peu maladroit en plus. Il se promène en vélo et avec des vieilles voitures. C'est tout un petit côté là, bon enfant qu'on retrouve à l'intérieur de ce personnage-là, mais c'est quand même un jeune garçon qui réfléchit énormément, puis qui est très très bon, et puis il va essayer de vivre un peu de cette capacité-là en devenant détective, et on va vraiment le voir naviguer à l'intérieur de tout ça, mais la force de cette série-là, c'est les personnages qui vont tourner autour. Alors l'auteur Dodier puis Le Tendre, mais il y a eu plusieurs scénaristes, il va vraiment nous faire vivre ces aventures-là, et on s'attache à ces personnages-là parce que c'est des personnages qui vont vivre les mêmes choses que nous. C'est difficile de s'attacher à Sherlock Holmes. Parce que c'est un personnage qui est tellement éloigné de notre réalité. C'est ça. Tandis qu'avec un gars comme Jérôme Bloch, c'est quelqu'un qui vit les mêmes choses que nous autres. Il vit dans des petits appartements, il a de la misère à payer son loyer. Je veux dire, il est très terre à terre. Puis, il y a toute sa relation avec sa conjointe, Babette et tout ça. C'est merveilleux. C'est-tu Babette? Je me trompe peut-être pas, mais il me semble que c'est ça. Moyen que vérifier, c'est sûr. Faut pas que je me trompe, là. Très, très belle BD, mais ça, c'est vraiment, selon moi, là, grand public. C'est quelque chose qui se lit très bien, qui est super le fun. Les 2 derniers, c'est mes coups de cœur. Clifton, j'en avais déjà parlé. Oui. De Raymond Manchereau, qui l'a créé, mais c'est de Grotte et Turc qui l'a écrit. Clifton, un ancien militaire des services secrets de la Britannique, qui est devenu détective conseil. Alors, on a vraiment tout le flegme britannique à son meilleur, caricaturé au maximum. Et Clifton, qui est à la retraite, va vivre un paquet d'aventures, mais toujours en gardant son calme, sauf quelques fois. Là. Et on a tous les petits côtés là, anglais à l'intérieur de tout ça, le le sherry, tout ça est mis à l'intérieur de ça, il grossit. Le dessin fait très caricatural. Fait un peu le journal de Spirou, là, Astérix. Effectivement, ça, oui, parce que ça appartient à l'intérieur de ça aussi. Alors, c'est une très très belle BD. Encore une fois, on a un détective. D'ailleurs, les auteurs Manchereau ont toujours dit que Clifton, c'était le meilleur détective au monde après Sherlock Holmes. Donc, on sent l'influence. Et en dernier, quand on parle de policier, il y en a une qui s'appelle Soda. Soda, c'est David Solomon. David Solomon, c'est un fils de pasteur. Et quand son père est décédé, il lui a demandé de ne jamais devenir policier. Alors, il fait croire, il l'a pas écouté, il est devenu lieutenant, policier et lieutenant dans la police de New York. Et sa mère est venue vivre avec lui. Et puis il cache à sa mère, bien entendu, qu'il est policier. Il se fait passer pour un pasteur, pour un curé. Alors, parce que sa mère est cardiaque. Alors, comme son père, il était pas censé être policier, si elle l'apprend, il a peur qu'elle pète du cœur. Mais, grâce à Dieu, elle ne lit jamais les journaux et n'écoute pas la télé parce qu'elle ne veut rien savoir du monde extérieur. Alors, le pauvre David Solomon, qui est un coureur de jupons, un fumeur, un buveur, quelqu'un qui a qui est rude, hein? C'est
un lieutenant un petit peu rude, là. Je veux dire, il est borderline, il suit la loi, mais des fois, il donne des claques, là. Il traverse la ligne. Il traverse la ligne, là, mais tu sais... Il sert d'un annuaire, des fois. Effectivement. Okay. Le gars, c'est quelqu'un qui se promène avec un gros 357 Magnum. Tu veux dire, il est pas toujours clean. Il est pas toujours un curé. Non, effectivement. Puis là, à chaque fois qu'il descend de son appartement, il faut qu'il se change dans l'ascenseur pour mettre son kit de lieutenant en cachant ses revues porno à sa mère en dessous de ses revues. T'sais, on a tous ce petit côté-là, mais ça reste que c'est des enquêtes qui sont extrêmement importantes au niveau de New York, parce que ça se passe à l'intérieur de New York. Ouais. Alors, on joue à l'intérieur de ça avec les terroristes, avec le meurtre, le kidnapping, les crimes financiers. On va partout. Alors, là, on a vraiment là, le typique enquêteur lieutenant là, d'une grande ville. Ouais. Puis, il est pas... Il mange chez bas aussi, des fois, là. Okay? Il est pas immortel. Il y a plusieurs personnes qui veulent sa peau aussi. C'est super bien dessiné de main de maître. Ça a été dessiné au début par Warren puis Gazzotti après. Là, ça vient juste d'être repris parce que Gazzotti est parti sur la revue seule, sur la BD seule, qui a été adapté aussi en film. C'est selon moi, là, c'est mon coup de cœur. Soda, quand j'ai connu ça, là, j'ai fait comme, oh mon Dieu, mais c'est vraiment toute la prémisse, toute l'idée de se cacher à sa mère, de tout ça. Puis après ça, ce petit côté bon enfant-là, quand il sort de sa maison, là, il rentre dans le vrai monde, un monde de corruption, de violence, où ce que tout le monde s'entretue. Et là, c'est pas le New York d'aujourd'hui, là, où ce qu'on pourrait manger à terre, là. C'est vraiment l'ancien New York, là, où ce que c'était... Tu pouvais pas te promener dans les rues le soir, là. Okay. Il vit dans ce New York-là, là, où ce que, oui, effectivement, il y a de la police corrompue, où ce que lui-même a manqué un jour être corrompu quand il a trouvé de l'argent avec un deal sur le nucléaire. Là, ils vont loin. Les auteurs vont très, très loin à l'intérieur de ça, et c'est super bien écrit. Okay. Alors, Soda... Trouvez ça, vous allez triper. Il n'y a jamais personne qui a lu Soda et qui n'a pas trippé. Okay. Si c'est le cas, ben, regarde, vous m'enverrez un pot. Si tu me permets, oui. Moi, on parlait tantôt d'Agatha Christie, comme quoi c'était notre lecture de jeunesse. Mais moi, j'ai vraiment une BD franco-belge que je lisais beaucoup lorsque j'étais jeune. C'était le détective avec le journaliste. La BD, c'était Ricochet. J'en ai déjà parlé. Donc, Rick de son prénom, Hochet de son nom de famille. Et c'est sûr, c'est un dessin classique, mais il y avait tout le temps une intrigue à chaque histoire, et souvent dans les BD, c'était souvent à la dernière case de la dernière page. On avait l'énigme. Okay. Et il y a plus de 75 BD, en tout cas, sont rendus très loin. Et ça a été vraiment une lecture de jeunesse que je possède encore. Et si les gens ne connaissent pas ça, c'est pas compliqué à lire. Ça, c'est vraiment simple, ça se lit bien, c'est intéressant, il y a un bon suspense, là. Mais moi, ça a été ma lecture de jeunesse. Ouais. Une très très belle BD Ricochet. Moi, mon premier détective en BD, c'était Ludovic dans Pif Gadget. Ouais. C'était une page, fallait résoudre l'énigme, t'avais la solution 2-3 pages plus loin. C'est ça, là. Puis c'est ça que je dis, il y en a énormément. Ben oui. Moi, je me souviens d'un petit livre, là, c'était vous jouez au détective. Il y avait une centaine d'énigmes où tu avais une situation, puis tu essayais de trouver la solution était à la fin du livre. Là, tu trouves qui avait commis le crime. Okay. Puis c'était vraiment super bien fait, là, mais c'était pas évident à trouver. Là. Des fois, là, c'était tiré par les cheveux un peu. Là. C'est ça. Ben là, un peu comme Sherlock Holmes. Des fois, c'est tiré par les cheveux un peu. On le démontre déjà juste avec la portion littéraire qu'on gratte juste le sommet de l'iceberg. L'agent 421, le tueur, c'est tout des tourne autour des détectives, de la police, le monde. Puis j'ai pas parlé du Far West là, parce que Blueberry, le marshal Blueberry, c'était un marshal. Au début, il a fait de la guerre de sécession, mais il devient marshal. Donc il devient vraiment un représentant de la loi. J'aurais pu en parler aussi. Il y en a plein, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Faut pas non plus trop en garrocher parce qu'on perd le fil. C'est ça. Ben, c'est un peu la même chose pour le petit écran. Ouais. Okay? Le petit écran, je ne me suis pas attardé sur les
personnages de policiers dans les séries. Donc, je m'en irai pas parler du chef Wiggum dans Les Simpsons ou du sergent Bigra de Bonjour la police. Là. Okay? Parce que on pourrait faire une émission sur les personnages de policiers à un moment donné. Je parlais tantôt que pour moi, les policiers, c'était surtout des patrouilleurs. Des émissions de patrouilleurs, il y en a pas tant que ça. Plus à l'époque, par exemple. Faut reculer peut-être années 80, 70. Oui, toi, Martin, tu me parlais de Chips, là. Il y avait des patrouilleurs comme ça. Mais récemment, à part 19-2, de patrouilleurs, il y en a pas tant que ça. D'ailleurs, 19.2 sur tout.tv, on peut le trouver facilement. Quelle série incroyable, ça. Oui. Moi, j'ai adoré ça. Mais 19.2, la version québécoise, c'est 3 saisons. La version canado-anglaise, elle en a eu 4. A eu une saison de plus, la version canadienne-anglaise de 19.2 que notre version. Il y en a un peu des patrouilleurs dans le District 31 aussi. Oui, c'est vrai. C'est une autre série policière qui est d'ailleurs créée par Luc Dionne, à qui on doit Omerta. Oui, effectivement. Omerta qui était une série un peu qui mélangeait Et quelle trame sonore avec Michel Cusson qui faisait la musique, là. C'était merveilleux. C'est vrai. Il a travaillé aussi sur Blue Moon, la saison 3. Là, Luc Dionne, je pense présentement que c'est notre meilleur scénariste là, de série. C'est vrai. District 31, c'est du bonbon. Là. Oui. Puis Blue Moon sont rendus à 1 million de téléchargements. Ça marche. Là. Très bon. Non, au Québec, si on fait du bon stock, ça marche. C'est ça qu'il faut se dire. Pour ce qui est des patrouilleurs, il y a quand même la télé-réalité Cops. Okay? La télé-réalité Cops existe depuis 1989. Je pensais pas que c'était si vieux que ça. C'est si vieux que ça. En 89, c'était à Fox et depuis 2013, là, c'est rendu sur le réseau Spike. Au Québec, on a peut-être un pendant à Cops qui s'appelle SQ, qui est un peu une télé-réalité de policiers sur le terrain au Québec. Ça, c'est diffusé à V. Mais à part ça, là, si on embarque dans le monde de l'enquêteur, là, ça pleut. Tu vas en avoir jusqu'à demain matin. Regarde, Esprit criminel, Law and Order, Reno 911, ça, je pense, c'était plus une parodie. Toutes les CSI. Toutes les CSI, toutes les NCSI aussi. Hill Street Blues, là, on recule loin dans le temps. Luther avec Idriss Elba. C'est une série policière. Ça, c'est une série c'est spécial, Luther, parce que c'est bon, mais ça repose rien que sur une chose. Sur Idriss Elba. Parce que tout l'à côté est comme moyen, mais lui il est tellement bon qu'on dirait qu'il fait tout relever ça là. C'était très très bon acteur, Idriss Elba. The Shield fait partie des séries. Bon, Hawaii 5-0, la version originale et la nouvelle version. À la limite, Gotham, c'est une série policière. Ça se passe en majorité du temps au poste de police. As-tu remarqué que j'ai pas parlé de Batman dans mes vidéos? C'est vrai, pourtant c'est un détective, mais on va faire un épisode rien que sur lui à un moment donné. Je veux dire, dans les comics super-héros, il y en a beaucoup aussi de détectives. C'est ça. Death Note, à la limite, c'est une série policière. Oui, parce que comment c'est elle? C'est une enquête. C'est ça. Tout le long pour essayer exactement. Moi, dans tous les palmarès de séries policières que j'ai vues, on mentionne au numéro 1 The Wire. Je ne connais pas cette série-là, mais Idriss Elba est quand même là-dedans. Moi, je la connais, mais je ne l'ai jamais écoutée. Je la connais de nom, là. 2002 à 2008, ce serait la meilleure série policière. Mais il y a 2 séries que je veux quand même mentionner. La première, qui est une série qui a été diffusée dans les années 80, Cagney and Lacey. Pourquoi? C'est parce que c'était bien hot, les duos, dans le temps. Bon, Miami Vice, Chips, nommez-les. Mais Cagney and Lacey, c'était 2 femmes. Ah ouais? Oui, c'était les actrices Tyne Daly et Sharon Gless. C'était 2 enquêtrices. Puis c'était, je pense, révolutionnaire dans les années 80. C'est sûr que plus récemment, des séries policières où c'est des femmes qui mènent les enquêtes, il y en a de plus en plus. Et ma fille voulait absolument que je mentionne Brooklyn Nine-Nine, qui est sur Netflix, qui est en fait comme The Office, mais au poste de police.
OK, c'est le même genre de série, là, regarde ça. Ça se passe dans le poste de police. Ça se passe dans le poste de police, puis c'est zéro sérieux, là. OK. Zéro sérieux. Donc ça, pour ce qui est des adaptations à la télé, là, dans le monde policier, on en a pas mal. Regarde, t'as parlé de Sherlock Holmes. Oui, on a Sherlock Holmes, mais on a Élémentaire aussi, qui est une version de Sherlock Holmes plus contemporaine. Oui. Moi, j'aime beaucoup cette télésérie-là. Regarde, Castle, il y en a. Et il y en aura. Toujours. Parce que les gens qui aient un crime et réussir à savoir c'est qui l'a commis puis comment on l'a trouvé, c'est toujours attirant. Mais c'est parce que ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils se sentent impliqués dans le film ou dans la série. Bon, moi, je pense que c'est lui. Non, là, c'est lui. Tu sais, ils se sentent impliqués là-dedans. Donc, puis eux autres, c'est un suspense en même temps de savoir c'est qui. On va l'écouter jusqu'à la fin. C'est ça. Ben, moi puis ma blonde, quand on regarde Élémentaire, là, il y a interview du monde. Puis là, il y a quelqu'un qui passe, qui a l'air de rien. Je dis, ça doit être lui. Finalement, c'est pas lui vendoute. Ouais. Mais c'est ça l'intérêt de ce genre d'émission. Mais la nouvelle série de Sherlock Holmes aussi, là. Oui. Avec Benedict Cumberbatch. Ah, c'est écœurant. Oui, il y a même un manga là-dessus. Oui, mais c'est très bon. Oui. C'est très, très bon. Mais on est autant impliqué dans les films policiers, visionneurs, là. Un bon film policier, là, t'es assis sur le bout de ton siège jusqu'à la fin, là. Puis je suis un peu comme vous autres, ça a été extrêmement difficile de faire des choix parce qu'il y en a énormément. Et je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense que le film de police, c'est ce qui rejoint le plus le public large. Pas mal tout le monde a vu au moins un film de police dans sa vie. C'est probablement le genre qui est le plus populaire et qui se fait le plus au cinéma. Et le film de police, ben comme Marc dit aussi, c'est des enquêtes, c'est des policiers, c'est des détectives et même parfois le criminel est plus populaire que le policier. Même des fois, ça devient la vedette du film. Il y a même une chasse à l'homme. Donc c'est tout ça, les films de police, ça implique tout ça. On aime ça, les bad guys. Hein? Ouais, ben on dirait qu'on aime ça parce qu'on aimerait faire ce qu'eux autres font. Mais on n'ose pas. On n'ose pas non plus, c'est ça. Et dans les films de police, il y a comme plusieurs sous-catégories. On a bon, évidemment, les films de gangsters, mafia, corruption. On a les comédies policiers, les duos avec le chien. Oui. Ça, je vais en parler un peu tantôt. J'ai quelques films français, quelques films d'époque et j'ai les films où on a des détectives et des inspecteurs connus, un peu comme Marc a parlé tantôt. Le premier, évidemment, qui me vient à l'esprit, c'est Sherlock Holmes, comme t'en as parlé, sauf qu'au niveau du film, c'est Robert Downey Jr. Et Jude Law qui fait. Moi, j'ai comme l'impression que Robert Downey voulait comme casser un peu son rôle de Tony Stark, là, il voulait faire quelque chose. Ça a comme peut-être moins marché, mais il y a déjà 2 films et il y a un 3e film qui est en préparation que j'ai cru entendre. Mais ça a marché, les 2 Sherlock Holmes. Au sacré box-office, là. Sacro-saint box-office. Ça a marché, sauf qu'il y a beaucoup de comparaisons avec le Sherlock Holmes de la série qui a été faite. Parce que ça a été un peu adapté. Là. Je veux dire, le Watson n'est pas le même genre. Ici, on a un Watson qui est beaucoup plus impliqué dans l'enquête, beaucoup plus physique aussi. Mais c'est bien des fois de sortir de sa zone de confort. Je change souvent ces adaptations, là. Mais tu sais, Sherlock Holmes, ils ont gardé l'essence de Sherlock Holmes. Ils l'ont modifié. Mais ils ont quand même gardé l'essence. Je veux dire, la dynamique entre les deux est parfaite. Même si Watson n'est pas tout à fait comme dans le roman, mais la dynamique est là. C'est une bonne adaptation par le fait qu'ils ont changé des trucs. Mais ils n'ont pas dénaturé le message. Comme certains ont fait. Là. Un autre, c'est un détective. T'en as parlé encore une fois, Hercule Poirot. Lui, dans Le Crime d'Orient Express, il y a eu un remake cette année qui était supposément excellent. Très bon. Très, très bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 10 films de Hercule Poirot et plusieurs acteurs différents. Donc, ça n'a jamais vraiment été le même acteur. On a toujours pris des acteurs différents. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être une histoire de contrat ou quelque chose comme ça. Et l'autre, c'est un inspecteur qu'on n'a probablement pas pensé souvent, c'est l'inspecteur Clouseau, Pink Panther, avec Peter Sellers. Et évidemment, l'histoire, c'est pas le
le Pink Panther, c'est vraiment l'histoire du détective. Mais au début du générique, on voit tout haut le Pink Panther, tout ça. Et il y a eu 11 films, et c'est surtout Peter Sellers qui les a fait. Et il y a eu une version américaine avec Steve Martin. Oui. Qui était très bonne. Et Jean Reno. Ouais. Qui fait ponton. Hamburger. Qui fait ponton. Dans les films d'époque, il y en a eu plusieurs. Les films d'époque, c'était vraiment des poursuites, vol de banque, tout ça. Je reviens encore avec le fameux classique Bonnie and Clyde de 67, les poursuites, les braquages de banque. Et ce que je ne savais pas, c'est inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée aux années des années 1910-1930. Donc, on s'est inspiré de cet événement-là. Oui, la voiture de Bonnie and Clyde qui se sont où elle s'est fait canarder là, par une mitraillette, là, elle est encore disponible. Là. On peut voir des centaines de trous de balles à l'intérieur. Non, non, ils les ont pas manqué. Là. Non. Ils ont poivré puis d'aplomb. Là. J'ai pas fait de recherche, mais selon moi, c'est peut-être la toute première femme forte des films. Clyde, la fille qui suit son mari tout le long là, de ça. Il y a Inspecteur Harry. Avec Clint Eastwood, avec son Magnum 357 là. Go ahead, make my day. Et c'est Harry Callaghan qui s'appelait, et lui c'était un policier qui travaillait en solitaire, tout seul, n'est pas m'écœuré, je vais faire un peu ma loi, des fois comme tu dis, la ligne est mince, il passe à côté, tout ça. Donc ça a été, il y a eu 3 autres films par après, mais quasiment 20 ans plus tard, donc ça n'a pas eu le même impact. Il a inspiré beaucoup de personnages. Le personnage de Dirty Harry, là, c'est le personnage. C'était aussi à l'époque des films de Charles Bronson. Les vigilantés, là. Quand tu parlais d'autopatrouille, c'était ce genre de film-là. Il y avait tout le tour des autopatrouilles avec le détective. Maintenant, dans les films français, j'en ai 4 à vous suggérer. D'abord, il y en a 2 de Luc Besson. Donc, on parle de Léon. Le professionnel et de Nikita. Nikita qui était probablement un des premiers films qui a eu une série par après. Et c'était une fille, on peut dire qu'elle était forte là, parce que là folle aussi, hein. Elle était folle là, mais elle se battait là, elle avait pas peur de se battre là, tu sais. Il y avait ça. Et Mesrine, l'ennemi public et l'instinct tueur avec Vincent Cassel, un magnifique film de Jacques Mesrine. Si les gens sont capables d'avoir le tout premier qu'il y a eu au début des années, fin des années 70-80, il y a eu cette version-là qui est encore mieux faite. Essayez de la trouver, mais Mesrine, en plus, il s'est enlevé au Québec et c'est Roy Dupuis qui fait son acolyte. Il s'est sauvé de prison, tout ça. Ça, c'est un excellent film. Maintenant, dans les duos, je pense que c'est ce qui est le plus populaire dans les films de police, c'est les duos. Les contraires s'attirent. Hein? Il n'y en a jamais 2 qui sont pareils. Il y en a un qui est maniaque de propreté, l'autre qui se traîne, un qui est corrompu, l'autre qui n'est pas corrompu. Probablement celui-là qui est le plus connu, c'est Lethal Weapon, avec Mel Gibson et Danny Glover. L'arme fatale. L'arme fatale, ça, tu peux pas passer à côté de ça. Il faut avoir vu ça. Mel Gibson puis Danny Glover, la chimie pogne entre les deux là. OK? J'ai aussi Tango et Cash. On dira ce qu'on voudra ce film-là, mais voir Sylvester Stallone en cravate, tous les cheveux bien peignés, avec un Kurt Russell qui a l'air plus délinquant. Très bon. Bad Boy avec Will Smith et Matt Lawrence. Rush Hour, qui a été une des comédies policières les plus populaires avec Jackie Chan, Chris Tucker. Transformé en série télé aussi avec d'autres acteurs, par exemple. De même mais Lethal Weapon aussi, Le dernier duo, c'est probablement le film que j'ai apprécié le plus et que je recommande à tout le monde. C'est Training Day. De Denzel Washington avec Ethan Hawke, où on a un policier corrompu, malhonnête, il est pas fin, il est pas gentil, mais l'autre il est en entraînement avec lui, il aimerait ça le dénoncer, mais il est nouveau, il peut pas, il y a un gros suspense, puis Denzel Washington là-dedans, il est magnifique dans son rôle là. C'est pas très mainstream par exemple. Non. Parce que c'est violent. C'est extrêmement violent. Il a gagné l'Oscar pour ça. D'ailleurs, on se demande encore pourquoi là, mais il a gagné l'Oscar. Bon. L'important, c'est qu'il gagne. Il était très bon. Non, c'est un excellent film de duo que je recommande. Maintenant, les duos chiens. C'est populaire, avec un chien, avec un chien, on peut pas passer à côté de K9. Jim Belushi, qui est un berger allemand, du nom de
Je vais vous le dire, c'est Jerry Lee. OK. Il y a eu 3 films avec ce duo-là, Jerry Lee et James Belushi. Et est-ce que vous savez c'est quoi K9? J'ai fait de la recherche. Ben, en fait, c'est un jeu de mots anglais. C'est un jeu de mots canine pour dire canin. Canine uni. Dans le fond, c'est l'équivalent de, mettons, LAPD, New York Police Department. Eux autres, c'est K-Night. Turner and Hooch, oui, avec Tom Hanks, oui. Et le chien qui bave. Puis ça, c'est drôle parce que lui, c'est un maniaque de propreté, de rangement, de tout ça. Le chien, lui, qui bave, qui se secoue, lui, il aime pas ça. Et le chien, ben, il faut qu'il le protège parce que c'est un témoin d'un meurtre. Donc, lui, doit le protéger. Donc, c'est un autre style de policier. Je poursuis rapidement, mais j'en ai encore quelques-uns. Dans les comédies, ça, il y en a beaucoup, j'en ai mentionné. Ouais. Mais il faudrait pas oublier le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Ouais. On peut pas passer à côté de Police Academy. C'est vrai. OK. Ça passe à prise 2 de ce temps-là. Ça passe à prise 2. Il y a eu 8 films. Donc, les 6 premiers qui ont été faits en l'intervalle de 1 an. Oui. OK. Ah non, ça sortait au même intervalle que Vendredi 13. Ah ouais. Et puis Sharknado, probablement. Ah ouais, sûrement. Et le personnage le plus populaire, c'était celui-là qui faisait le bruit. Les bruits de bouche. Ouais. Lui, était vraiment... C'était ridicule, mais on aimait ça. Ben oui. On aimait ça. Puis, honnêtement, c'est pas le genre de policier que je prendrais pour protéger. Non. Mais il y avait vraiment pas le tour. En fait, c'était des dessins animés avec des acteurs. C'était très, très caricaturé. Là. Oui, c'était vraiment des explosions dans la face avec tout le visage noir puis les cheveux par en arrière. Là. Ou Elvis Gratton qui se fait flamber. Là. Le chef qui perd ses sourcils à m'amener. Là. En tout cas, la fille sexée. Oui. Et le dernier dans la comédie, celui-là que j'ai préféré, qui est décédé malheureusement, l'acteur, c'est celui-là qui faisait l'agent fait la farce. Ouais. Oui. Nielsen. Oui. Lui. Leslie Nielsen. Lui. Il était trop sérieux, là. Pour lui, c'était sérieux ce qu'il faisait, mais il était gaffeux. Oui. Il arrêtait sa voiture, il pognait une poubelle, il accrochait tout le temps une femme, il frappait quelqu'un accidentellement. Mais ça, vous savez peut-être pas qu'avant d'être des films, c'était une télésérie. Hein? Non. Et la raison... en tout cas, selon moi, pourquoi la télésérie n'avait pas fonctionné, c'est que tu regardes pas une télésérie comme tu regardes un film. Et cette télésérie-là, il se passait tellement de niaiseries que si tu tournais la tête, t'en manquais. Oh oui. Il y avait des punchs au quart de tour là, aussi dans ce film-là. Dans la télésérie, en anglais, il y a un accident à un moment donné, puis ils disent le tow truck s'en vient. Puis c'est un orteil gigantesque. Un orteil? Oui, un tow truck. OK, bon, parfait. Non, regarde, ça avait pas de bon sens. Mais beaucoup de gags de la télésérie se sont retrouvés dans les films. On a réchauffé les gags. Ouais, peut-être, mais quelqu'un que je me suivi la série. C'est ça. C'est parce que moi, j'avais trouvé ça en cassette à un moment donné. Là. Mais moi, c'est de voir son sérieux, sa naïveté inconscient. Pour lui, tout c'était correct ce qu'il faisait. T'avais O.J. Simpson qui essayait d'arranger les affaires, ça marchait jamais. Un grand qu'on voyait pas qui mangeait une banane. Oui, effectivement. Puis le générique du début, c'était tout une autopatrouille avec les 2 gyrophares, puis ça se promenait. Ça a été une excellente série. Oui. Dans les films de gangsters, mafia et corruption, tout ça, on peut pas passer à côté du Parrain 1, 2 et 3, qui sont des classiques du cinéma. Le 3, un petit peu moins bon que les 2 premiers, mais ça reste que c'est une trilogie que tout le monde doit avoir vu. Les Incorruptibles. Ouais. Je sais pas si avec Martin Scorsese, celle-là. Non. Oui. C'est lui ou c'est Les Affranchis? Les Affranchis, c'est Martin Scorsese, mais les Incorruptibles, c'est pas... Oliver Stone. Oliver Stone, oui, c'est ça. C'est Oliver Stone. Et ça se passe dans le New York vraiment des années 40. Et c'était qui le criminel... Al Capone. Donc c'était Al Capone et son bat de baseball. Chicago. Ouais, et c'est ça. Puis c'était la prohibition, l'alcool, puis tout ça. Puis il y avait Kevin Costner qui était dans ce film-là. C'était magnifique film. C'était l'époque où il était à son top, là, Kevin Costner. Il était partout. Les chapeaux, le manteau parapluie. Ça, c'est super le fun, hein, ce film-là, parce que c'est relié avec notre histoire aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de l'alcool qu'il y avait
à cette époque-là, venaient du Canada. OK. Et le fameux bootlegger, là, à Rivière-Bleue, là, c'est pas loin, là, c'est d'ici, là, c'est à Pointe-Gamouk. Là, pas à Charlevoix aussi. La rivière de Madawaska, Le festival du Bootlegger, c'est à Rivière-Bleue. Ça passait par là. Ils envoyaient la boisson par là, puis ça sortait, mes amis, puis c'était le whisky, puis c'était le rhum, puis c'était... Nous autres, on n'avait pas la prohibition au Canada. On l'envoyait aux États-Unis. L'alcool était encore admis, fait que, écoute, ça s'en venait ici. Là. Ouais. Mais avec un Al Capone, je crois que c'était Robert De Niro qui faisait Al Capone, qui était extraordinaire dans son rôle. Et évidemment, Les Affranchis, que je voulais mentionner aussi, qui est un film de mafia. Puis c'est le fun, les films de mafia, parce que ça nous permet de comprendre exactement comment ça se passait, parce que c'était beaucoup biographique, filmographique, ça, tu sais. J'en ai encore, je vais faire ça rapidement, tellement il y avait Le Silence des agneaux avec Jodie Foster. On a beau dire c'est un film d'horreur, là, mais il reste qu'une grosse base de police. C'est un film policier. C'est un film policier de c'est un écrivain policier. C'est sur le profilage des tueurs en série. C'est typiquement FBI, typiquement ce que les gens du FBI font. Il n'y a pas plus de policiers que ça. Seven. Oui, avec la même chose. la même affaire. Mais ça, tu vois, ça pouvait être dans tes duos, ça. Ça pourrait être dans mes duos, mais sauf que dans ce film-là, je l'ai mis parce qu'il y a une intrigue, il y a une énigme aussi avec les 7 péchés capitaux puis tout ça, avec une finale extraordinaire, intense. Police fédérale LA, je crois que le réalisateur, c'est celui-là qui a fait de l'exorcisme, William Franklin. C'est lui qui a un magnifique film, une trame sonore incroyable. Dans les films québécois, rapidement, j'essaie d'en trouver, il n'y en a pas tant que ça. Je trouve qu'on est plus pas... bon cop, bad cop. Ouais, mais oui. De père en flic. De père en flic. Ben après, c'est que j'ai rien trouvé d'autre. Sincèrement, ça a été une grosse déception de voir, mais on fait tant de films québécois. Il y a le film avec Gilda Roy, Requiem pour un beau sans cœur, qui est à peu près comme c'est arrivé près de chez vous en France, parce que tu suis la progression d'un criminel qui est carrément... Mais c'est vrai que... Grosse performance de Gilda Roy dans ce film-là. Aux policiers, c'est plus dans les séries. Il y en avait eu un aussi avec Luc Picard et c'était Maude Guérin. C'était un genre de... Ça vient d'un roman québécois. Est-ce que tu sais... Oui, est-ce que tu sais le titre, Marc? Non, ok. Ça, c'est un peu genre policier, mais torture. Il y avait de la torture. Le provocateur. Non, pas le provocateur. Le collectionneur. Oui, c'est le collectionneur. Effectivement. Ça en est un autre film de policier qui a marché aussi, mais qu'on se reconnaît moins. Et je pense que ça fait pas mal de tours. J'aurais aimé... C'est Mongramme. Oui, c'est personnage Mongramme. C'est ça. J'aurais aimé parler aussi de Just Dredd qui pas, c'est un policier. Tant qu'à ça, Robocop là. Robocop aussi, mais là on s'éloigne un peu du style policier, un peu. Dans le style policier, tous les trucs d'espionnage ne sont considérés comme dans ce style-là. Oui, aussi. Fait qu'on aurait pu parler de Mission Impossible. C'est ça là. C'est 1.0. C'est ça. Fait que c'est ça. On va avoir un policier niveau 2 à un moment donné. Je sais pas combien. Moi je rajoute 2 séries. Oui. Une que je suis plus capable de regarder parce que... Série ou film? Des séries. OK. Colombo. Je suis plus capable. Moi, quand je vois ce gars-là, maintenant, j'ai des mots de cœur. OK. J'ai trop écouté ça, là. C'était comme tout le monde se rappelle. Tu peux quasiment pas l'écouter en reprise. Avec son trench coat. Quand tu sais qu'à toutes les fois qu'il part, il revient. Ouais. À toutes les fois toujours de sa femme. C'est ça. Quand il dit bye-bye, là... Il revient toujours avec une question. Tout le temps. Puis si vous voulez avoir une série sur le crime organisé qui se passe dans les années 1900, Peaky Blinders. Oui, c'est vrai. Des petites saisons de 6 numéros, 6 ou 8, là, 4 saisons. Ça s'écoute tout seul. C'est Cillian Murphy, c'est ça? Cillian Murphy. Okay. Écoutez, cette série-là, c'est la perfection. Là. Ça parle de la prohibition, entre autres, ou à la fin, là, mais c'est vraiment des gangs de rue. Et là, on voit tout encore le côté mafieux, là, la corruption et tout ça. Là. Tout dans cette série-là est bonne. C'est vraiment parfait. Le casting, le décor, l'écriture, tout le monde à l'intérieur de ça sont bons. Il n'y a personne qui joue faux. C'est sublime. Netflix, Peaky Blinders. Si vous êtes
parfaitement bilingue, écoutez-le en anglais, parce que là, vous avez vraiment les accents de Birmingham, dans ces coins-là, les accents irlandais, les gypsies et tout ça. Par contre, si vous avez de la difficulté, écoutez-le en français, c'est super bien traduit. C'est très, très bien fait aussi, parce que des bouts, là, en anglais, là, moi, j'en ai perdu des gros bouts. Moi, j'en aurais deux, puis je sais que Marc, t'as aimé cette série-là. Moi, je ne l'ai pas aimé. Mindhunter, moi, j'ai capoté. Moi, j'ai après 3 épisodes, j'étais comme un peu... bon, ça fait juste jaser. C'est très, très cérébral, là. C'est ça, là. Mais c'est des enquêtes, ça aussi. C'est tiré du roman des deux qui ont fondé vraiment toute la façon de faire avec les tueurs en série. Là. Tout ce qu'on voit à l'intérieur de ces séries-là, c'est arrivé. Là. Les 2 policiers qui se sont assis devant les tueurs en série puis qui ont écouté des blatteries sur leurs conneries, là, sans les étrangler. Je sais pas comment ils ont fait. Là. Moi, mais je le conseille aux gens parce que la plupart des gens ont aimé ça, cette série. Mais c'est très, très cérébral. N'entendez-vous pas d'avoir des scènes de course d'action? Non. Puis le dernier, probablement le patrouilleur le plus populaire, Roscoe, dans The Duke of Hazzard, avec la patrouille, tu peux pas avoir... Mais non, mais gars, tu peux pas avoir plus tata, là. Je le mets avec le sergent Bigra, là. Hein? Non, mais tu peux pas avoir là plus tata que ça. Mais c'est probablement le plus populaire. Non, oui. Moi, j'ai trippé sur Roscoe, là, avec son petit chien, pis tout, là. Mais bon. Si vous avez une série, écoutez, là, Québécois, District 31. Oui. Vous pouvez pas. Si vous voulez savoir c'est quoi, là, qu'est-ce qui se passe dans un poste de police au Québec, écoutez ça puis vous allez le savoir. Ça aussi disponible sur tout.tv. J'ai vérifié. Ren the Gamer est pas ici pour parler de l'immersion dans le monde de la police, mais nous avons des contacts. Donc, j'ai trouvé quand même pas mal de stock pour nous immerser dans le monde policier ou dans le monde des enquêtes. Surtout, là, évidemment, je parle pas des articles pour jouer à la police qu'on trouve au Dollarama ou encore des costumes de policières que les filles portent à l'Halloween. Avec des menottes en minou. Mais, Fiston a souvent joué au jeu L.A. Noire. Ouais. Ça, c'est jeu vidéo. Oui, ça, c'est un jeu vidéo disponible, je pense, pour à peu près toutes les consoles. La totalité de l'action du jeu se déroule en 1947. Donc, on est vraiment là dans le style film noir. Ouais. Au cœur de Los Angeles, gangréné par la corruption, trafic de stupéfiants, une ambiance proche des romans de James Ellroy. Les producteurs présentent leur jeu comme étant un roman policier interactif. Et moi, je regardais jouer. Puis je trouvais ça intéressant. OK? Tu vas à des crimes, sur des lieux de crime, tu regardes comment ça s'est passé, puis après ça, tu interviews du monde, tu prends des notes dans un calepin, tu te fies à leur expression, puis tu dois décider, il me dit-tu la vérité ou il est en train de me bullshiter solide? Puis là, tu notes ça dans ton calepin. Non, j'ai trouvé ça bien, bien le fun. Et Marianne, assistante gérante chez EB Games ici à Rivière-du-Loup, elle m'a parlé du jeu Heavy Rain, que je ne connais pas, mais que je vous suggère quand même. On dit que c'est un thriller interactif, un film interactif au thème mature et à l'ambiance sombre dans lequel le joueur est amené à faire des choix qui vont façonner l'histoire, le jeu proposant 7 fins différentes. Wow! Oh. OK? Ça veut dire que, mettons que tu joues une fois... 7 choix. En fait, tu fais plein de choix, puis dépendamment de ces choix-là, tu vas arriver à une des 7 fins. Okay. Mais si tu rejoues puis tu fais pas les mêmes choix, le jeu va finir différemment. Donc, je trouve ça quand même intéressant comme principe. James Ellroy, là, pour les gens qui se demandent, là, que tu l'as nommé, là, je vais vous nommer 2 films qui ont été adaptés de lui, Le Dahlia Noir, puis Ella Confidential. Je veux dire, c'est probablement un des écrivains là, les mieux cotés au niveau là, de cette période-là, le roman noir. Là. Il est extraordinaire, cet écrivain. Bon. J'aurais pu le nommer, comme je vous l'ai dit. Là, c'est ça. C'est effectivement, là, quand on parle de roman noir, toute cette époque-là, là, Ella Confidential, là, qui est un film avec Kevin Spacey et Michelle Pfeiffer. Kim Basinger. King Basinger, c'est pas Michelle Pfeiffer. C'est King Basinger, elle avait gagné l'Oscar de... ça a été excellent comme film. C'est vraiment dans ce style-là. Alors, si le jeu est dans le style de l'écriture de Jim Ellroy, ça doit être bon. C'est ça. Mais quand tu parles de L.A. Confidential, on est vraiment dans le
pur policier. Ah, là. oui. On est vraiment, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est vraiment la corruption et toutes ces affaires. On est dans le cigare et scotch. Voilà, Et totalement. voilà. OK. À part ça, là, j'ai parlé de jeux vidéo, mais Sébastien Boucher, dit Fox, est venu à ma rescousse. Il m'a donné son top 5 de jeux policiers, jeux d'enquête, et je pense qu'il y en a un que tu connais, Marc, là-dedans, sinon tu le rajouteras. Numéro 5, selon Sébastien Fox Boucher, Deadline, qui est un jeu de cartes, un jeu de détective 1 à 4 joueurs, c'est le fun, on peut jouer tout seul. Oui. OK? Ou jusqu'à 4. C'est disponible en anglais seulement, cependant, et ça comprend 12 enquêtes. Au numéro 4, Hostage Negotiator. Évidemment, c'est disponible en anglais, mais ça, c'est un jeu de cartes et de dés. Pour un joueur, on joue au négociateur d'otages. Parce que ça aussi, ça fait partie du monde policier. Ben oui. Numéro 3, Lettre à Whitechapel. Oui. Sur les traces de Jack l'Éventreur. Ça, je pense que c'est plus board game parce que là, t'as vraiment là, un plan puis des pions et tout ça. Cours après Jack. C'est ça. C'est un jeu de stratégie 2 à 6 joueurs. Un joueur est Jack Ouais. et les autres joueurs sont les détectives qui tentent de l'arrêter. C'est anglais-français, il n'y a pas de problème. C'est pas évident. OK. Numéro 2, je pense que c'est celui-là que tu connais. Ben, en tout cas, que tu connais en plus. Sherlock Holmes, détective conseil. Je l'ai à la bibliothèque. C'est celui-là que tu m'as montré quand je suis allé à ta bibliothèque. Ben, c'est un jeu dans le style jeu dont vous êtes le héros. 1 à 5 joueurs, disponible en anglais-français. Un jeu hors du commun qui vous invite à résoudre des enquêtes à la manière de Sherlock, Watson et compagnie. Toutes les joueuses et tous les joueurs forment la même équipe et à l'aide du plan de l'ombre des journaux et de leurs neurones, lisent une histoire par petits bouts. Après chaque partie lue, ils réfléchissent et choisissent quelle partie aller lire ensuite. Pas de dés, pas de hasard, il n'y a rien. Rien que ton cerveau, un calepin. Moi, j'ai fait la première enquête tout seul. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de répondre aux questions. Dans le fond, qui a commis le crime, avec des questions complémentaires. Et à la fin, tu te compares avec Sherlock Holmes, parce que Sherlock Holmes, il t'aide. Tu peux demander l'aide de Sherlock Holmes, mais si tu le demandes, tu perds des points. Puis lui, il fait l'enquête de sa façon, et toi, tu l'as fait de ta façon. Et là, il y a vraiment des paragraphes dans toute Londres. Il y a vraiment des journaux que tu as à l'intérieur de la boîte pour regarder dans les journaux. Et puis une fois que tu as terminé l'enquête, par rapport au nombre de paragraphes que tu es allé lire, tu compares avec Sherlock Holmes. Alors, la première enquête, moi, je suis allé voir 22 paragraphes avant de trouver les 3 réponses principales, mais pas les 3 réponses secondaires. J'ai quand même réussi la première enquête de façon, je croyais quand même assez bien. Et après ça, tu te compares à ce que Sherlock Holmes a fait. Lui, il l'a trouvé en 3. Ah ouais? Oui. Puis là, tu te dis, ouais, mais ça se peut pas. Mais là, il t'explique tout comment lui a fait sa déduction. Puis tu te dis, mon Dieu, que ce gars-là est brillant. Parce que oui, tout ce qu'il fait, tu te dis, j'aurais donc dû faire ça, puis faire ça. C'est sûr que... Dans le fond, c'est une question de logique. Toute une question de logique. Mais ça doit être le fun en gang, parce que t'as 5 ça cerveaux. doit être plate. Non, c'est pas c'est plate, parce que t'es tout seul, puis là, t'as ton petit calepin, il faut que tu cogites. Mais tu te grattes la tête, là. Oui, d'accord, mais la motivation... tu peux demander de l'aide, hein, parce que t'as vraiment des paragraphes à l'intérieur où ce que tu vas demander de l'aide à Sherlock, tu vas demander de l'aide à quelqu'un, lui, il va te pister, mais à chaque fois que tu demandes de l'aide, tu perds des points. C'est ça, mais ça doit être le fun d'avoir des choses dans les mains. C'est vraiment trippant. Oui. Écoute, mais c'est cérébral à fond. Mais ça doit être frustrant de savoir que l'autre t'a battu en 3. C'est Sherlock Holmes. Ouais. Okay. C'est le meilleur détective au monde. C'est dur à battre. C'est ça. Au moins, t'as la satisfaction de dire j'y suis quand même arrivé. J'y suis quand même arrivé, mais c'est sûr qu'à 5 cerveaux, hein. Oui. Ça va être plus rapide. Ah, mais des fois, ça s'ostine longtemps. Il doit avoir ce côté-là. Quand tu peux difficilement t'ostiner avec toi-même. Où est-ce qu'on s'en va, là? Dans quelle place de Londres où est-ce qu'on s'en va? Vas-tu là? Ah non, moi j'irais là. Ouais, moi j'irais plus là. Il doit y avoir cette dynamique-là que j'ai pas vécu, moi, étant seul. Parce qu'étant seul... On essayera ça un moment donné. Il va falloir l'essayer. Ouais, c'est vraiment bien fait. Le numéro 1. J'ai hâte de voir c'est lequel, parce que j'en ai un dans la tête. Ouais. Ben, moi ces jeux-là, je les connaissais pas. Là. Maintenant, oui, là, merci Sébastien.
Horreur à Arkham. Oui. Batman? Non, ça, même si ça s'appelle Arkham, ça n'a rien à voir avec Batman. C'est Lovecraft. C'est ça, c'est un jeu de cartes coopératif, 1 à 4 joueurs, disponible en anglais-français. Les 1 à 4 investigateurs œuvrent ensemble pour élucider des conspirations et des mystères ésotériques. D'où Lovecraft. Ouais. Chaque joueur bâtit un deck, c'est-à-dire un ensemble de cartes, autour des capacités de ce personnage. Une série de scénarios crée une campagne narrative dans laquelle un plus grand mystère est élucidé, parce qu'évidemment, quand c'est du Lovecraft, tu penses que tu passes une petite affaire, puis tu te rends compte que Il y a des couches. C'est ça, tu te rends compte que tu t'es mis les 2 pieds dedans. Chaque investigateur obtient expérience et sagacité qui lui permettent de se développer de bien des manières en ajoutant à son deck de nouvelles cartes de niveau élevé. Fait qu'avec ces 5 jeux-là et les 2 jeux vidéo que je vous ai mentionnés, je pense que vous êtes capable de vous immerser dans le monde policier jusqu'au niveau 2. Là. Ben, on aurait pu rajouter, puis ça me surprend qu'on l'ait pas dit, parce que c'est probablement un des jeux... On parle de clous, là. Oui. Ouais, mais c'est le jeu le plus populaire c'est et vrai le que ça, plus joué. Ça fait partie des jeux policiers, mais en fait, il n'y a pas de police. Ben, y a pas... Ouais, mais c'est les personnages. Ouais, mais c'est les personnages entre eux autres. OK, je comprends. Moi, c'est le dilemme que j'ai eu. OK, je comprends ton point de vue. Il n'y a pas Il n'y a pas un détective, il n'y a pas de policier, il n'y a pas d'inspecteur. C'est ça. Mettons qu'il y aurait eu un jeu de table de l'Orient Express. Là, tu te dis, ben, il y a Hercule Poirot. OK, non, mais je comprends. Clou, c'est comme si il y avait un meurtre ici dans la maison. Là. C'est un à côté. Moi, j'en ai un jeu comme ça à la maison, ça s'appelle Au Voleur. OK. Au Voleur, c'était un des premiers jeux électroniques. Alors, le voleur, c'était vraiment une machine électronique. Puis il y a un crime qui est commis dans la ville. Alors, tu as une grosse carte de la ville, puis tu joues des polices. Puis ton but, c'est d'essayer de retrouver le voleur. Et la machine le fait bouger. OK. Alors, il commet un crime dans tel local. Il va te dire tel bâtisse. Puis après ça, il bouge. Il fait bip, 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 bip. Ça veut dire qu'il bouge de tant de cases. OK. Mais là, tu n'as pas le droit de le mettre. Faut que tu te souviennes de où ce qui est. OK. Puis là, tu peux demander des indices, tu peux demander des choses. Des fois, il casse des fenêtres, des fois, il prend le métro, il se promène. Il faut que tu essaies de te rendre, toi, avec ton dé sur la place pour l'arrêter. OK. Si tu l'arrêtes, tu remportes la victoire, mais si tu ne l'as pas, tu te fais bannir de la police. OK. C'est quoi, tout seul? De 2 à 4. OK, bon. Et je l'ai encore, ce jeu-là. C'est super bien fait. C'est un jeu vraiment des années 80. C'est vraiment excellent comme jeu. Hey, on va être occupé. Ah non, mais mais moi, ça m'intrigue beaucoup. Tantôt, quand tu parlais de Sherlock Holmes, que tu joues tout seul pour essayer de trouver l'intrigue, je serais curieux de voir jusqu'à... Tu sais, tu dis tout le temps, je suis assez intelligent pour répondre à toutes ces... tu sais, je veux dire, non, mais à quelque part, mon niveau d'intelligence, il est où par rapport à Sherlock Holmes? Ça, c'est ce qui me pique ma curiosité de savoir. Vas-tu l'avoir trouvé en 50, en 40, en 30? Tu sais, il y a ce petit côté-là. Là. Il n'existe pas Sherlock Holmes en passant. Non, je sais. Ouais. Mais en fait... c'est la satisfaction de l'essayer, de jouer, puis de se comparer aussi. Non, de suivre aussi l'histoire, non, je veux dire. Ben oui, c'est intéressant. À un moment donné, là, t'arrives devant un mur puis tu sais plus quoi faire. Là, tu te dis, là, qu'est-ce que j'ai raté? Tout ce que je vois, là. OK. Là, t'es vraiment comme un policier, là. Tu te dis, là, je suis allé voir le lieu du crime. Là, je suis allé voir la femme du gars qui a été tué. Là, je sais que tel était là, tel était là. Là, je vais voir lui ou je vais voir lui. Je prendrai un indice. Puis là, tabarouette que c'est. Tu te grattes la tête. C'est pas quelque chose que tu joues. Ça prend pas 1 heure. Là. Moi, ça m'a pris 3 jours. OK. Pour arriver aux 3 réponses que lui a fait en 3 coups. C'est ça. OK. Puis j'avais 4 pages de notes. Mais t'as trouvé les 3 réponses. J'ai trouvé qu'il l'avait tué. Et j'ai trouvé le mobile du crime. Voilà, il y a peut-être bien des enquêteurs qui prennent plus de temps que ça encore. Mais c'est ça. Avons-nous démontré que le monde policier dans la culture populaire est vaste? Oui. Je pense que oui, hein? Je pense que oui, parce que c'est sûr que les gens qui nous écoutent ont pensé à plein d'autres affaires dont on n'a pas parlé. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer ça sur Facebook. C'est sûr qu'à un moment donné, on a un policier level 2, niveau 2, avec
d'autres livres, d'autres séries. Avec Red qui va être là. D'autres films. Red va être là pour nous parler d'autres jeux. Sébastien Fox-Boucher va peut-être venir faire un tour à un moment donné. Je l'avais invité, mais bon, on le disait au début de l'émission, on a des vies des fois, là. Voilà. Mais puis en passant, Sébastien, c'est quoi? C'est le Cerbère sur Facebook? C'est ça. Si vous voulez vous les procurer, ces jeux-là, ou vous en procurez d'autres, là, entrez en contact avec lui. Les ça m'allume, ça m'éteint. Oui. On commence par Paperman. Moi, j'en ai rien qu'un. OK. Puis j'ai pas de ça matin parce que ça a trop été une belle. Un beau ça m'allume. Gaston Lagaffe. Non. Je peux-tu essayer de deviner? Oui, vas-y. Conan. Même pas. Ça, là, je vais te trouver un deuxième, ça m'allume. Oui, ça, je vais en parler. Je t'ai trouvé un ça m'éteint. Richard Corben a remporté le Grand Prix d'Angoulême. C'est vrai. Le Grand Prix d'Angoulême, c'est un prix qui est remis à un auteur de BD pour l'ensemble de sa carrière habituellement. Et habituellement, c'est pas des auteurs très mainstream qui gagnent. C'est des gars qui font plus de la BD intimiste, la BD d'auteur et tout ça. Okay. Richard Corben, c'est vraiment un type underground, hein? C'est quelqu'un qui a fait ses affaires tout seul dans son sol à Kansas City. C'est quelqu'un qui a fait du fantastique, de l'horreur, de la science-fiction, qui a été repéré par Moebius, par Druillet avec Metal Hurlant. Il a travaillé pour Metal Hurlant, il a travaillé pour Heavy Metal, il a fait un paquet de trucs, il a travaillé pour Marvel, pour DC. Quelqu'un qui est pas connu comme nom du grand public, mais son œuvre est connue. Donc, quand on voit les dessins de Richard Corben, on dit on a déjà vu ça dans une couverture, on a déjà vu ça là. Tu sais, quelqu'un qui est complètement atypique dans ses dessins, hein. C'est quelqu'un qui peut faire n'importe quoi. Souvent, il a dessiné des gars musclés avec des gros pénis, des femmes avec des gros seins, tout ça. Tu sais, je dis c'était à l'époque, c'était cette époque-là, des trucs complètement éclatés. C'est quelqu'un qui a révolutionné la BD parce qu'il a joué beaucoup avec les couleurs, avec les textures, avec le cadrage et tout ça. Je ne pensais jamais que Richard Corben avait une chance minime de remporter le Grand Prix d'Angoulême parce qu'habituellement c'est pas le style de ça, mais le Grand Prix d'Angoulême, c'est les gens qui votent, c'est les auteurs qui votent, et puis il a passé au premier tour et c'est lui qui a gagné le Grand Prix d'Angoulême, et je trouve ça tellement le fun que ce prix-là est remis à quelqu'un de grand public, de mainstream, quelqu'un qui fait de la BD la BD pour tout le monde, la BD accessible, pas des trucs là, lignes claires, des trucs un peu dessinés, pas tout croche là, mais très très minimaliste, avec des histoires très personnelles, c'est pas ça. Lui, c'est quelqu'un qui a vraiment comme pénétré dans le monde de la fantasy à fond, puis je pensais jamais qu'elle allait gagner, puis pour moi là, c'est comme un genre de gros hyper bonheur de fou là. C'est merveilleux, mais là ça fait pas l'unanimité là, parce qu'il y a un paquet de monde vraiment qui se dit c'est qui ça Richard Corben, sortez de chez vous en partant. Moi, j'ai rien que le goût de leur dire ça. Là. Puis, je veux dire, comme me dirait Jean-Marc Rochette qui a dessiné Transperce-Neige, là. Alors, tous les gens qui sont contre ça, ben, vous êtes tous des pêche-culs, qui a dit. Là. OK, donc, c'est assez clair. C'est assez clair, là. Je veux dire, c'est oui. Il dit oui, tu sais, son dessin, des fois, il est vulgaire, des fois, il... Mais c'est ce genre de personnes-là qui ont influencé. Il n'a pas influencé un ou deux BDistes, il a influencé une époque au complet. Tu sais, je veux dire, toute l'époque là, de Metal Hurlant et tout ça, là, cette époque-là là, qui a fendu la BD en deux, là, ben, il fait partie de tout ça, puis il a continué. Puis il a été dans l'underground toute sa vie, il n'a jamais été à l'avant-plan, il a toujours été en arrière de son art, en arrière de son œuvre, puis aujourd'hui, ben, on le reconnaît. Mais ce prix-là c'est sublime. Ce prix-là va peut-être lui donner le petit coup de pouce. Ben, je pense pas. Non, mais ce que je veux dire, pas 17 ans. Là, ok, je savais pas qu'il était mais souvent, 71, 77, je sais plus. Là, mais ça peut faire découvrir son œuvre à d'autres. Effectivement, parce qu'habituellement, le Grand Prix d'Angoulême, premièrement, c'est lui qui va faire l'affiche d'Angoulême l'année prochaine. On va peut-être avoir des grincements dedans. Je vous avertis, le connaissant, on va peut-être avoir une affiche musclée dans tous les sens du thème. Et habituellement, également, l'auteur qui a gagné a toujours une exposition à Angoulême l'année prochaine. Donc, on devrait avoir une exposition de Richard Corben. Alors, s'il y a une année où ce que je devrais aller à Angoulême, c'est l'année prochaine. OK. Alors, ça va être un gros défi, mais je pourrais pas y aller parce que ça coûte une beurrée, là, mais ça serait vraiment ça. On va aller faire un podcast en direct là-bas. Et que j'aimerais ça. On va trouver un commentaire. Oui, c'est vrai. Je voulais pas en parler parce que j'en avais parlé beaucoup, mais oui, la série Conan. Mais explique-moi, Marc, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Patrice Rounet. Hein?
c'est Patrice Louinet, qu'est-ce qu'il y a de particulier. J'en ai déjà parlé ici de Patrice Louinet, qui est le plus grand connaisseur de Robert Howard au monde. C'est quelqu'un qui le connaît par cœur. Il avait écrit le guide Howard, je l'avais amené ici, je vous l'avais montré, il me l'a autographié d'ailleurs, ce livre-là. Patrice Louinet, c'est quelqu'un qui a été mis en contact avec Jean-David Morvan. Jean-David Morvan, c'est un scénariste. Ça faisait très longtemps qu'il travaillait là-dessus. Alors, c'est quelqu'un de génie, Jean-David Morvan. Et là, ils ont décidé de faire la série Conan. Ça va être des séries de 2 qui vont sortir en même temps. Mais est-ce que c'est ça qui retourne chez Marvel? C'est une partie de ça qui retourne chez Marvel. C'est compliqué leur affaire. Là. C'est Jean-David, il a essayé de me l'expliquer. Ça va être original? Ça va être original? Non, ce n'est que des textes original d'Howard, des textes pris tels quels qui vont être adaptés par des scénaristes et des dessinateurs. Okay. Alors on va vraiment avoir le travail original d'Howard sous la supervision de Patrice Louinet qui est dans ce projet-là. Alors là, on a vraiment là, la crème de la crème. Là, c'est l'adaptation du matériel source. C'est l'adaptation du matériel source. Et Conan n'aura jamais été aussi bien adapté de sa vie. Là. Tu sais, je veux dire, on va être loin là, des petites BD poches de Marvel là, où ce qu'on le voit avec des gros bras puis tout ça. Là, donc aucun rapport avec Arnold. Non. Avec Red Sonja. Non. Là, on va vraiment avoir le vrai Conan là, avec les vrais textes. Puis ça va être les plus grandes nouvelles d'Howard qui vont être adaptées. Et là, les noms qui sont là-dessus, là, c'est hallucinant. Là. J'en ai nommé un peu. Là. Écoute, je capote. Et j'en ai même vu un passé qui est Thierry Ségur. Mm-hmm. Je sais pas, Morvan, il avait même l'air surpris que je l'ai trouvé. Et si ce gars-là est là-dessus, là, c'est lui qui a fait les légendes des contrats oubliés. Là. Ça fait à peu près 20 ans qu'il n'a rien fait. Là. Alors, s'ils ont récupéré Ségur pour faire Conan, là, écoute, ça va de la fracture de la rétine. Là. Ça va être épouvantable. Les dessinateurs qui sont là-dessus, c'est surtout les scénaristes qui sont là-dessus. On a Luc Brunswick, on a Morvan. Écoute, ça va être une série extraordinaire. Je crois que c'est la plus grosse nouvelle là, de l'année jeune. Là. On avait eu Blueberry, là, le retour de Blueberry. Ça, celle-là, elle me parle moins que Conan, mais Conan, là, ça me parle énormément. Okay. Ça va-tu avoir le même impact que Marini Batman? Ça va être plus gros. OK. Ça va être plus gros que Marini Batman, mais ça va être en intégral ou... Non, c'est vraiment des albums. On y va vraiment à coup de 2. Alors, les premiers, je pense qu'ils vont sortir au mois de mai. Alors, on a déjà commencé à voir les images. Oui. Écoute, c'est sublime, là. Mais c'est sûr que là, on joue dans la cour des Américains. Hein. OK. Tu sais, Howard, c'est un auteur américain. Ça va être touché. Je sais pas comment ça va être. Marvel, as-tu son mot à dire là-dessus? Absolument pas. La licence de Conan, présentement, elle appartient à Dark Horse. Je crois, je peux me tromper. Je pense que c'est Dark Horse qui l'a. Je me souviens, en tout cas. Il y a une partie qui s'en va à Marvel en fin de l'année. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça a l'air bien compliqué. Mais ils se mêleront pas le nez là-dedans? Absolument pas. Non, parce que là, ils ont vraiment réussi à l'avoir. Puis Jean-David Morvan, il me disait que ça faisait 13 ans qu'il travaillait là-dessus. Okay. Bon, ben, tiens-nous au courant, Marc, quand ça va sortir. C'est sûr et certain que vous allez en entendre parler sur la page du Facebook. En 2018? 2018, mois de mai, normalement, les premiers vont arriver. Mais ça, c'est une très, très grosse nouvelle. Et non, je n'ai pas de Samétain, même en ayant vu l'affiche horrible et complètement catastrophique de Gaston. J'ai comme fait skipper ça dans ma tête, là. Ouais. Mais écoutez, là, je veux dire, des fois, là, je suis découvert. Tu vas écouter le film par curiosité? Jamais je vais écouter ce film-là. Tu vas écouter Justice League avant? Jamais. Je vais écouter mais explique-moi en quoi c'est tellement différent de la BD. Clément, je pense, notre ami Clément, lui, il nous a mis un commentaire en disant qu'ils sont obligés de mettre des noms avec des flèches pour nous dire c'est à peu près ça. Là. Ouais. C'est à peu près ça. Là. OK. Écoute, Gaston, ça ne se regarde pas à la télé, ça se lit. Okay. Franquin, ça ne peut pas avoir le même impact à la télé parce que Franquin, c'était un maître de l'image. C'était un maître de la bulle. C'était un maître du punch. Le punch en BD, c'est 1, 2 cases, 3 cases, c'est une planche, c'est le ping, c'est paf, ça se construit. Tu sais, Gaston, c'était ça, c'était des planches. C'était une page, t'avais une histoire, une page, t'avais une histoire, une page, t'avais une histoire, t'avais un punch. Là, tu fais un film de 2 heures qui risque d'être long. Ça aucun sens d'avoir adapté ça. Ça a déjà été adapté dans les années 80. On a vu ce que ça a fait. C'était horrible. Là. Mais
Il y a des choses qui ne devraient pas s'adapter. Okay. Et ça, Franquin, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Franquin, c'est un monstre sacré. Mais il y aurait en Europe, là, t'as Franquin et t'as Goscinny. Là. Okay. Goscinny, c'est le scénariste d'Astérix, c'est le meilleur scénariste de BD qu'il y a jamais eu. C'est quelqu'un qui avait le sens du punch et tout ça. Franquin, ben lui, il avait le sens du punch. En plus, il dessinait. De main de maître. On aurait-tu été mieux faire des capsules? On aurait été mieux de rien faire pantoute. Même pas des capsules? Non, rien pantoute. Tu laisses la BD, tu présentes la BD, tu refais des nouvelles éditions, des intégrales de la BD, tu laisses ça en BD. Pourtant, c'est adapté de la BD. C'est adapté de la BD. Touche pas à ça. Tu devrais pas à ça. Tu ne touches pas à ça. C'est tout. Il n'y avait pas de samétain. Hein? Alors, j'en ai trouvé un. Merci, visionneur. Pour moi, c'est horrible. C'est horrible. J'ai vu l'affiche. Je vais à ça avec. Mais honnête, là, quand j'ai vu l'affiche, là, quand tu l'as posté, là, ben, j'ai pensé à toi automatiquement. Non, mais j'ai pleuré. J'ai versé une larme, là, parce que je me suis dit, là, mais non, ça se peut pas. Ça a été là avant que tu répondes. Ça se peut pas. Puis savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? Il a perdu son clavier. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai monté en haut dans la bibliothèque, puis j'étais allé prendre un Gaston pour me consoler, puis j'ai regardé ça, puis je me suis dit, tu vas toujours rester là, toi. Toi, t'es le vrai Gaston. C'est ça. T'auras pas le choix d'avoir le film dans ta bibliothèque. Non, never. Jamais. Qu'un client réclame, tu dois lui donner. Il n'y a pas un client qui va réclamer ça. Voyons donc, jamais personne va réclamer cette. Ok, je te donne un break, Marc. On vient de trouver un DVD à acheter pour Noël. Oui. Je pense qu'il va plus repartir avec le Ouija. On pourrait commencer le cimetière des CD. Oui. Le cimetière des DVD. Les cimetières des DVD. Hey, moi, ça m'allume. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner, mais je me suis dit c'est assez fou pour que ça marche. C'est un épisode de la saison 13 de Supernatural. OK, évidemment, la saison 13 est commencée. Là. On n'est pas encore rendu là, mais il est annoncé l'épisode là, qui va s'appeler Scooby Natural. Comme Scooby-Doo? Exactement. Un crossover. Supernatural Scooby-Doo. Non, mais ils vont mettre, ça va être un chien naturel? Non, je pense que ça va être en dessins animés. Ça passera. J'ai aucune idée. Regarde, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner. Serais-tu comme rendu à saison 13 le temps carrette? Peut-être qu'on est rendu, on a tire la sauce, il tire la sauce. Mais ce que j'ai lu, les personnages de Supernatural capotent bien raide d'avoir leur version dans un épisode de Scooby-Doo. C'est sûr que pour eux autres, ça doit être trippant mort. Mais comment ça va se faire? Comment ils vont se retrouver là-dedans? Je le sais pas. Et mon samétain, vous avez peut-être vu ça passer, vous autres aussi, sur les réseaux sociaux. Le spectre de la semaine sans super-héros. OK? Et là, je ne vise pas la personne qui a suggéré ça, peut-être à la blague. C'est-à-dire, on parle pas de super-héros de la semaine? Je vais le nommer. De toute façon, il nous écoute, c'est Vincent. Là. Lui disait qu'il militerait pour ça la semaine sans super-héros. Non, mais Vincent fait ça pour rire. Non, je sais. Mais ce qui m'éteint là-dedans, et il n'y a rien à voir là-dedans, Vincent, là, mais c'est le fait qu'on en soit rendu là. Ouais. OK? Parce que il n'y a pas si longtemps, on parlait dans tes prévisions de l'année de la bulle geek qui pourrait éclater. Ouais. Puis moi, je faisais le parallèle avec le disco dans les années 70. À un moment donné, les stations de radio faisaient de la publicité en disant « Soyez là en fin de semaine, on a une fin de semaine sans Bee Gees. » Okay. C'est gassement rire d'eux autres. Ben, les Bee Gees ont été effacés de la carte là, après ça. Là, aux États-Unis, il n'y a plus de Bee Gees pendant au moins 10 ans. Là. Ça rejoint un peu ce que Steven Spielberg avait dit aussi. Ben, c'est ça. C'est un peu ce qui m'éteint. On va peut-être arriver à ça, des semaines sans super-héros, mais on va continuer à avoir du hockey, on va continuer à avoir du football, on va continuer à avoir les téléréalités, puis ça, on dira rien. Ben, on va continuer à avoir des super-héros. Pareil, il y en a eu dans les années 80, il y en a eu dans les années 70. Ouais. Ce que j'ai l'impression, c'est que la popularité va peut-être descendre un petit peu. C'était peut-être plus par parcimonie, là. Les vrais de vrais, ils vont rester avec ça. Probablement. Mais je pense que
en arrière de la blague, il y a peut-être un malaise qui commence à s'installer. Je sais pas pourquoi ça dérange tant que ça. Je le sais pas moi non plus. Je comprends pas. La popularité? Ben non, mais regarde, tout ce qui est populaire, le football, là, c'est super populaire. Mm-hmm. OK, c'est le sport populaire. Là. Oh oui. Mais là, on arrive dans le Super Bowl. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a fait on peut-tu faire avoir une semaine sans football? Non. Premièrement, ça serait très. Ben, moi, je trouve que c'est complètement niaiseux. Mm-hmm. Pas de proposer ça parce que Vincent, je sais qu'il a fait ça à la blague. Il a voulu. Non, mais moi, c'est pas. Il a voulu vraiment lui, comme. Il a voulu un peu brasser la cage là, pour s'amuser. Là. Mais tu sais, moi, c'est le monde qui ont répondu. Là. Moi, je suis plus super-héros, plus capable. Écoute-les plus, crise patience. Laisse les autres. Je dis, moi, je suis pas capable du football, je l'écoute pas, je crise patience à tout le monde. Non, ouais. Martin, il aime pas le hockey, il l'écoute pas, puis il crise patience avec ça. C'est ça. Moi, là, je sac, là. Non, c'est ça. Regarde, c'est pas plus compliqué que ça, là. Moi, le baseball, je l'écoute pas. J'ai des amis qui adorent le baseball. Écoutez-les, mais moi, jamais je vais aller dire. Mais là, chez nous, le baseball, puis capable. Mais c'est ça qui est fatigant. Écoute-le pas, ferme ta gueule. C'est ça qui est fatigant parce que les gens ils veulent nous influencer. Et ça, à un moment donné, arrêtez de nous influencer. Laissez-nous donc avec nos bebelles. Moi, j'aime ça, jouer avec ces bebelles-là. Si toi, t'aimes pas cette bebelle-là, ben, va en prendre un autre, va jouer ailleurs, mais viens pas me dire que ma bebelle est plate parce que ta tienne est meilleure. S'il vous plaît, un peu de respect. Et moi, dans ma tête, tant qu'il va y avoir des super-héros, tant que ça va marcher, moi, je prendrais une semaine sans Instagram avec les maudits influenceurs poches qui servent à rien. Ben oui. Non, ouais. Ça sert à rien, moi. Attention, t'as un gars sur Instagram. Les petites madames et les petits messieurs qui postent leurs affaires sur Instagram en disant 19 choses que moi pour mes 19 ans, là. Puis que ça a 3 500 000 vues, là. Moi, ça m'intéresse pas ce que je dis. Hey, on fait. Non. On ferme Instagram. Moi, ça m'intéresse pas. Puis il y a des gens qui s'intéressent. Tant mieux, ça répond à un besoin. Ce besoin-là, il est comblé pour ces gens-là. Il y a des gens qui ont pris la balle au bon puis qui ont dit il y a un besoin, moi, je vais combler ce besoin-là. C'est ça. Et voilà, tout le monde est heureux. Du succès. Tout le monde est heureux. Alors, t'aimes pas ça? Passe à autre chose, mon homme. Bon, voilà. Merci, Sylvain. T'aimes pas ça, le film de Gaston? Tu passes à autre chose. Passe à autre chose. Mais le monde qui va aimer ça, qui vont aller le voir, j'ai rien contre ça. Mais moi, j'irai pas le voir. Regarde Justice League, je suis pas allé le voir, je l'ai pas vu. J'ai pas dit un commentaire sur ça. Puis le monde qui me disent qu'ils ont aimé ça, tant mieux. Vous avez faire ta propre opinion. Voilà. Tu vas faire ta propre opinion. Tu pas peur, il a trouvé 2 samétins. Mais je l'écouterai pas, Gaston. Visionneur, toi, ça m'allume, ça m'éteint. J'en ai 2 de chaque. OK. Le premier, je vais commencer. Puis ça, c'est plus une satisfaction personnelle. C'est concernant les Razzie Awards. OK. Cette année, la 2017, j'ai chialé sur 3 films où j'étais vraiment là, j'aimais vraiment pas. Emoji. Baywatch où que j'ai planté et ma montée de lait que j'ai faite de Transformers en disant que c'était plate en dormant, et ben ces 3 films-là se retrouvent dans les pires films de l'année. Donc je me suis un petit peu pété bretelles, je me suis permis de finalement c'était pas si pire que ça. Effectivement, ces 3 films-là méritent d'être là, on dira ce qu'on voudra. Dans le cas de Transformers, c'est juste plate, décevant que ça ait pas marché. Mais dans le cas de Baywatch et de Emoji, ben tant pis pour ceux qui ont investi de l'argent puis que ça a juste fait du... Je suis allé le voir avec ma fille, elle adorait ça. Emoji? C'est correct, là. C'est correct, t'as le droit. Mais moi, c'était pas ce que j'aimais et ça s'est retrouvé là. Donc j'étais bien content là-dessus. Le deuxième, ça m'allume, c'est la série Helix, qui est à Netflix, qui était au départ à Sci-Fi. Okay. Et c'est une série sur les virus, les contaminations dans un genre de laboratoire en Arctique, donc très très loin dans les gros vents, la grosse neige. C'est super intéressant, c'est super le fun. On nous apprend des affaires. C'est différent de le style de série de virus là, en ville. Là, c'est vraiment un huis clos. Les transformations sont très bien réussies. Et ce que j'aime dans ces transformations-là et ce qu'on voit dans le domaine de la santé où je travaille, c'est souvent, il y a comme le fameux jaune tout le tour des yeux. On le voit dans cette série-là. Les veines qui dépassent. Une très bonne série que je recommande. Mes 2, ça m'éteint. Mon premier, c'est la série Helix. 2 choses qui m'éteignent, c'est la trame sonore qui
pourri, mauvais, aucun rapport avec le film. Je donne un exemple bien précis. Ils sont en train de faire une expérience sur de virus. Ils s'en vont mettre de l'opéra. OK. Tu sais, quelque chose qui n'a pas rapport. On voit des zombies au ralenti, on met un film d'action, une musique d'action. Ça marche pas. OK. L'autre affaire, c'est les effets spéciaux extérieurs. C'est complètement raté. On sait de quoi ça a l'air de la neige. Eux autres, ils ont pas l'air à savoir c'est quoi de la neige. On dirait que c'est des grains de styromousse qui ont... OK. Ça ne marche pas. J'ai vu un petit bout de la saison 2. Il semble avoir corrigé ces deux problèmes-là. Donc, ça va. Et le dernier, ça m'éteint. Tu peux en parler un petit peu avec moi, Sylvain, parce que tu en as mentionné un petit peu. Le supposé film, mais que c'est pas un film, que c'est rendu pour le tourisme australien. Le fils de Crocodile Dundee. Là, tantôt, j'ai vu qu'il y avait un teaser. Bon, c'est-tu un film? C'est-tu pas un film? C'est-tu une pub pour l'Australie? De un, c'est totalement raté, le personnage. Je trouve qu'il n'y a aucun rapport avec son père, même au niveau du costume. Regarde, c'est mauvais, je veux pas voir ça. Pourquoi faire le fils 30 ans après? Il aurait pas pu faire autre chose, là? Non, ça me... Puis avec ces deux-là, ça me donne pas le goût d'aller en Australie. OK. Mais malgré qu'on n'a pas vu le film, l'ensemble, ça devrait être dans le Super Bowl. C'est sûr que moi... Est-ce que c'est un film ou une annonce? C'est une campagne de pub. C'est une campagne de... Ce serait une campagne de pub pour Tourisme Australie. Mais il n'y a rien de clair. Pour l'instant, non, mais en Australie, c'est ce qu'on dit. Mais là, on a eu un teaser tantôt, puis celui-là qui fait tort est supposé d'être là-dedans. Oui, mais celui... Chris Hemsworth serait ambassadeur de Tourisme Australie. C'est australien aussi. Australie? Ça se peut que soit australien. Oui, il est australien. Je sais pas. Crocodile Dundee, oui, là, tu sais. Mais c'est le fait de utiliser quelque chose il y a 30 ans. Ça marche quand t'en parles. Ben oui, mais... j'en parle en ça m'éteint. Oui, mais on parle pareil. Mais on touche à la fibre des années 80. La nostalgie. Le mal de 2010. Et je fais une prédiction. Si ça, c'est officiellement un film... Ben non. Non. OK. Si c'est un film, ma prédiction sera se ramasse au Razzie Award l'année prochaine. Voilà. Oui, parce que c'est mauvais. Non, regarde. C'est mauvais. C'est que c'était trop... C'est trop évident. C'est la pure recette du canular. Là. Oui. C'est que... Il me donne l'impression que c'est un futur... Même toi-même, t'as dit que c'était un film... Non, oui. Donc, on s'est fait avoir totalement. C'est un vrai canular. Le seul avantage de ça, c'est que dans le dernier article que j'ai lu là-dessus, il remettait la bande-annonce du premier Crocodile Dundee, dans lequel on voit la demoiselle se pencher devant un lac avant d'être accrochée par un crocodile avec son maillot string, et ça m'a rappelé de bons souvenirs. Parfait, ça. Je trouve que cette séquence-là a merveilleusement bien traversé l'épreuve du temps. On va l'avoir en grand-mère. Dans le futur film, peut-être. Non, c'est pas un film, c'est une pub. Non, ben en tout cas. Non, mais Paul Hogan, qui est l'acteur qui faisait Crocodile Dundee, et peut-être... Non, mais peut-être dedans, on le sait pas. On devrait le voir au Super Bowl. Mais il a donné son consentement aussi? Ben... Je pense que Paul Hogan n'a rien à voir là-dedans. C'est pas à lui qui y appartient. Aucune idée. Ben, en tout cas, c'est bizarre. Comme, moi, j'ai hâte de voir la suite des événements, mais pas dans le sens positif. J'ai hâte de voir pour... on s'est-tu fait avoir, là? Je sais pas. On va savoir ça. Mais est-ce que tu serais allé en Australie même si ça avait été un film? Le concept, je pense que probablement ça s'adresse pas à nous autres. Ouais. Non, mais en fait, ces deux gars-là me donnent pas le goût d'aller en Australie. Ouais, mais ça va être les paysages puis ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont faire au Super Bowl. On va voir ça au Super Bowl. Peut-être ça va donner mon samalume là, au Super Bowl. Là. Mais là, pour le moment, c'est comme ils veulent nous amener où? Oui. Qui c'est qui va gagner au Super Bowl? Ouais. Dis-nous ça. Patriotes. C'est les Patriotes. En trichant ou... le ballon va être dur. Le ballon va être dur, il va être correct, là.
Je t'invite, Marc, en passant, à m'écouter, je vais t'expliquer le règlement. Je connais les règlements. J'ai écouté le Super Bowl des années de temps. Je t'aime pas ça? Non, j'ai jamais aimé ça. Moi, ce que j'aime, parce que c'est T'aimes un la événement. mi-temps. T'aimes la mi-temps. C'est un événement et la mi-temps, effectivement. C'est qui la mi-temps cette année? Justin Timberlake. Ah, je l'adore. Il vient de sortir un album en passant. Moi, j'adore Ouais. ce Va gars-là. falloir. Et moi, pendant le Super Bowl, j'aime les ailes de poulet. Ouais. En passant, il faudrait faire un podcast sur le sport. On pourrait. Marc, t'en penses quoi, toi? Hein, Il répond pas. l'almanach du sport, là. Il va se rendre intéressant. Non, mais il y a vers le des choses futur intéressantes dans le sport, Marc. Oui. Probablement. Ben, les Jeux olympiques d'Astérix et dans la- Obélix. Dans la culture geek populaire. Mais Y en a-tu? on va se trouver un sujet plus intéressant pour le prochain podcast. C'est pas dur à Un battre. sujet qui va. On en parle tout de suite. Ben, ça va un sujet lever. qui va être aussi dur que les ballons. Mais ça va lever comme sujet. Hey, là, commencez pas, là. On n'a pas fini. On va parler. Je suis tout excité, j'ai hâte de le savoir. Ça va sortir de partout, les sujets. Ça va revoler loin. Vas-y, dis-le, on parle plus. Dans 2 semaines, Ouais. nous serons près de la Saint-Valentin. Nous voulons tenter de parler de sexe dans la culture populaire. L'érotisme. D'érotisme, OK, d'érotisme. Mais ça, c'est comme fantasy, Ouais. magie, illusion, space opéra, science-fiction. Là, c'est sexe, érotisme. L'érotisme dans la culture geek et populaire. C'est ça, exactement. Va falloir démêler ça. Les rapports proches entre les protagonistes. On peut-tu dire ça comme ça? On va dire ça comme ça. Ouais. Podcast numéro 42. À bientôt.